Bonjour et bienvenue dans Rubis sur Canapé, le podcast dédié à la joaillerie. Pour notre rendez-vous actualité, je voudrais revenir sur l'incroyable vente aux enchères de la maison londonienne Christie's qui a eu lieu ce 14 novembre. En effet, 2 diamants extraordinaires y ont été vendus pour des sommes faramineuses. Tout d'abord, The Art of Grisogono, le plus gros diamant jamais présenté à une vente aux enchères, a été vendu pour 33,8 millions de dollars, soit 28,7 millions d'euros, taxes et commissions incluses, ce qui est bien au-delà des estimations de la maison à 25 millions de dollars. Ce diamant est bien évidemment extraordinaire par sa taille de 163,41 carats, mais également par sa couleur, notée D, la meilleure note possible, mais aussi par sa clarté, notée flawless, c'est-à-dire sans défaut. Un autre diamant extraordinaire s'est vendu ce jour-là. Il s'agit du diamant nommé le Grand Mazarin, qui a été vendu pour 14,5 millions de dollars, c'est-à-dire 12,3 millions d'euros. Là encore, estimé de 6 à 9 millions de dollars par la maison. Le Grand Mazarin est un diamant rose de 19,07 carats, chargé d'histoire. En effet, il a appartenu au cardinal Mazarin, d'où le nom de Grand Mazarin, qui, à sa mort, l'a transmis au roi Louis XIV. Le diamant rose est ensuite resté pendant 225 ans au sein des bijoux de la couronne, passant notamment entre les mains de l'empereur Napoléon, de Louis XVIII, de Napoléon III ou encore de l'impératrice Eugénie. Bonjour Sandra. Bonjour, enchantée. Enchantée de même. Je suis ravie de vous accueillir dans Rubis sur Canapé. Oui, moi aussi. Donc vous êtes une artiste peintre franco-brésilienne et vous avez récemment créé une marque de joaillerie à Monte-Carlo. Oui. Est-ce que pour commencer, vous pouvez nous rappeler un peu votre parcours ? Oui, tout à fait. Donc moi, je suis artiste d'art contemporain et donc Monaco m'a donné ma chance et donc je suis là-bas depuis 5 ans. Et donc mon art s'est vraiment développé à Monte-Carlo et j'ai fait beaucoup d'événements dans des lieux et des salons prestigieux. Et donc j'ai décidé de créer ma société d'accessoires et de chaussures de luxe, donc à Paris, près du boulevard Saint-Germain. Et donc c'est une petite galerie qui m'a permis de rencontrer, de faire de belles rencontres, de designers qui sont situés place Vendôme. Et donc Oui, c'est vrai que c'est le cœur de c'est Paris. vraiment le cœur de Paris où j'ai pu vraiment rencontrer des personnes qui ont aussi une passion. Et de là, j'avais cette idée, mais une idée assez lointaine, mais avec les belles rencontres, voilà, je me suis lancée. Et donc, j'ai fait ma demande pour une création de société monégasque. Et comme bon, je suis déjà connue là-bas, ça a été accepté par le gouvernement princier. Le ministère d'État m'a donné son accord au mois d'avril. Et donc là, elle est toute récente depuis le mois de septembre. Voilà, le temps que tout soit organisé. C'est génial. Voilà, et donc le concept, c'est qu'à travers ma joaillerie, je représente comme mes tableaux, donc le thème de l'Amazonie. Et je représente principalement la végétation et les insectes, et dont une fleur en particulier qui est le Strelitzia, dont ma première bague qui se nomme Strelitzia, avec donc des pierres essentiellement naturelles, du Brésil et de la Zavorite du Kenya, parce qu'elles ont vraiment des couleurs qui correspondent à mes œuvres, le rose fuchsia et le vert d'Amazonie, je précise, hein, puisque ce sont des pierres que je sélectionne par rapport à leur couleur, leur rareté et leur naturel. Elles proviennent essentiellement donc elles sont essentiellement oui, les matières sont naturelles. Très importantes voilà, pour vous. La couleur. Et ensuite, le concept de ma joaillerie, c'est de prendre un détail de mes œuvres que je mets à travers l'émail grand feu, donc vraiment une technique que je remets au goût du jour parce que c'est une technique ancienne, il y a très peu d'artisans. Et celle qui réalisera, continuera à collaborer avec moi, c'est une émailleuse suisse qui est très connue en Suisse et qui travaille pour
l'horlogerie suisse, les grandes marques horlogères suisses. Et elle va me réaliser donc tous les détails que je souhaite insérer dans mes créations haute joaillerie. Et elle représentera mes œuvres à travers mes couleurs, voilà. Et ensuite, des bracelets, les boucles d'oreilles, les bagues, voilà. Et puis la cliente, avec elle, on choisit les pierres. Moi, je la guide, mais je personnalise chaque création joaillière pour chaque personne en fonction de ses goûts, de ses ressentis, comme une œuvre d'art. C'est-à-dire que je réalise la pièce de joaillerie en la connaissant davantage par rapport à ses choix de couleurs, ses ressentis. Mais le dessin, l'univers restera toujours l'Amazonie, la végétation ou les insectes, avec ma signature propre, c'est-à-dire les nervures, Quelque chose de très naturel. Voilà, les créations doivent vraiment prendre vie, comme si on avait une vraie fleur au bout du doigt ou des vraies boucles d'oreilles, mais des vrais. Le Strelitzia, c'est une plante qui ressemble à un volatile. C'est l'oiseau de paradis de son autre nom, plus connu. Et c'est comme un oiseau, mais sinon je vais faire aussi des scarabées. Mais le scarabée pas fait comme on a beaucoup vu, mais un scarabée assez, on va dire, sauvage. Des insectes, papillons morphos. Mais je ne vais pas faire trop de papillons parce qu'on a vu énormément de papillons dans la joaillerie. Donc faut vraiment amener mon art, ma signature. On reconnaisse par les tableaux. Voilà. Et comment ça vous est venu l'idée de faire des bijoux des tableaux? Parce que c'est les détails de mes tableaux, dans mes créations en verre, qui correspondent à un bijou. Oui, c'est des choses très grandes, vos tableaux. Oui, mais ils sont tellement infimes dans le détail qu'on peut s'imaginer, on peut s'imaginer en collier ou en boucle ou en bague. Voilà. D'accord. Et votre relation avec les bijoux, vous avez toujours aimé ça ou c'était plutôt une découverte? Ah non, du tout. C'est-à-dire que j'imaginais des colliers, des parures à travers mon art, et c'est pour ça que je peins aussi mes créations joaillières. Je fais une peinture artistique et pas académique. Donc, et après, Frédéric Manet, il réalise le dessin technique pour que ensuite l'atelier mix, il le réalise et le fabrique. Donc, on a chacun son domaine, mais une belle collaboration de savoir-faire. Oui, mais par contre, je valide toutes les étapes puisque ça doit vraiment correspondre à mon univers, à des détails dans la joaillerie qui sont pas. Je vais pas faire une création joaillière pour qu'elle soit pratique à porter. Ça, c'est très important. C'est vraiment qu'elle soit comme si elle était dans la nature. C'est-à-dire que ma bague que j'ai créée, elle va avoir des formes qui sont des formes végétales très sauvages. Donc, dans ses courbes, elle prend vie. Voilà, on n'a pas les 4 feuilles identiques, on n'a pas un pavage identique sur chaque feuille. On a vraiment la nature, elle crée quoi? Elle crée des combinaisons de mouvements qui sont vraiment uniques, sauvages, naturelles. Mais je me dis pas, je crée cette bague pour que sur mon doigt, donc elle gêne pas, hein, puisque tout le mouvement est calculé pour que quand on bouge le doigt, il n'y ait aucune gêne. Voilà, mais elle aura des formes qui peuvent être de l'esthétique pour après. Pas l'inverse. Oui, pas l'inverse. Les sources d'inspiration des tableaux, c'est l'Amazonie. C'est que l'Amazonie, hein, voilà, et toute sa végétation et les insectes. D'accord. Ouais. C'est vraiment mon espace, c'est mon domaine pour retrouver cette nature qui me manque, que je n'ai pas, un peu à Monaco par le Strelitzia qui se trouve oui, c'est vrai, dans le sud de la France. Dans le sud de la France, on arrive, mais on n'a pas toute cette exubérance tropicale. On l'a un peu par les palmiers, mais on n'a pas. Voilà, donc c'est une façon de garder, de porter un univers, une végétation, un pays, ses couleurs, sa richesse naturelle. Et ce qui est important, c'est qu'à travers ma joaillerie, je véhicule une sensibilisation pour la végétation. Et donc c'est pour ça qu'à Monaco, donc là je suis membre c'est du MEDEF monégasque,
et membre de la Chambre de la joaillerie monégasque. Cette organisation, c'est que pour Monaco ou ça s'étend C'est que pour Monaco, non, c'est que pour Monaco. Tout est que exclusivement pour Monaco. Et dans votre bague Sterlizia, j'ai vu qu'il y avait des très belles pierres, en particulier rubellite, grenade savorite, des diamants jaunes. Oui. Ces pierres-là, ça signifie quelque chose pour vous ou c'était juste... Oui, ça signifie que voilà, la richesse naturelle, elle est là, il faut la préserver. Il faut montrer sa beauté pour que les gens soient sensibles. Quelqu'un qui va porter une bague qui représente toute la richesse de la végétation amazonienne, ses couleurs, elle va en parler, automatiquement elle va en parler, elle va véhiculer une image, elle va véhiculer... Ça va donner de l'énergie. Oui, de l'énergie et... voilà, c'est un clin d'œil au Brésil, à toutes ces richesses. Et donc, pourquoi des pierres naturelles? Parce que c'est la richesse du pays. De chaque pays, que ce soit l'Azavorite du Kenya, on véhicule donc des pierres magnifiques, naturelles, et on les sublime à travers une création artistique. Avec les mailles grand feu. Avec les mailles grand feu, voilà, avec tout un savoir-faire haute joaillerie de la part des plus grands, l'atelier mix qui est vraiment un savoir-faire exceptionnel avec qui je collabore. Très bien. Et du coup, est-ce que vous pouvez nous dire les joailliers que vous aimez bien et qui sont dans le même état d'esprit que vous Non, je ne peux pas dire. C'est vrai? J'ai pas. Non, parce que je ne vais pas regarder les autres joailliers autour de moi. Je vais m'intéresser à ce qu'ils font. Mais plus la créatrice, oui. En termes de création, il y en a une que j'admire énormément, enfin deux, Wala Chan et Sini Chao. Voilà, c'est les deux, je suis émerveillée devant un savoir-faire. Et Anna Hu oui, mais non, je suis plus Cindy Chao et Wala Chan. Pourquoi? Parce qu'ils ont ce côté végétal, de couleurs, sur aussi le thème de la nature, et Jarre aussi, voilà. Donc c'est les pour trois. Le savoir-faire. Voilà, voilà, c'est les trois. Mais je ne vais pas faire des créations en m'inspirant des univers des autres. J'ai mon propre univers et je vais justement extérioriser ce que je ressens pour créer quelque chose qui me correspond, ma vision des choses, ma vision artistique. Après, on l'aime ou on l'aime pas, mais c'est ma vision. Et après, on adhère ou on n'adhère pas. Et après, voilà, moi, je vois la création joaillière comme ça. Mais il est vrai que oui. C'est vrai que c'est très original comme façon de faire. C'est un style. Voilà. C'est super. Merci. Et est-ce que vous pouvez dire à nos auditeurs quels sont les endroits culturels que vous aimez bien à Paris pour leur donner des idées? Sur quel thème? La joaillerie? Oui, ou autre. Oui, donc moi, le Grand Palais pour tous ces événements, voilà. Mais j'aime bien aussi découvrir l'histoire. Donc au niveau l'histoire picturale, à travers les petits hôtels particuliers. Parce que j'aime aussi beaucoup, bon ça c'est rien à voir, mais j'aime les périodes... parce que ça fait partie de vous, oui, c'est la démarche artistique, c'est j'aime les week-ends, me retrouver dans des petits hôtels particuliers comme Jacques Marandré. Et là, on a toute une richesse de voyages, de découvertes, d'histoire de l'art, d'histoire tout court, de passion, de collectionneurs. Et les voyages permettent justement de s'enrichir personnellement et de créer sa propre richesse artistique. C'est vrai. Donc à Paris, effectivement, il y a beaucoup de petits musées dans des hôtels particuliers qui sont à découvrir et sont très très beaux. Voilà. Et vous avez fait des études d'histoire de l'art? J'ai fait, mais je n'ai pas fait une formation art plastique, sauf j'ai passé mon bac art plastique, après je fais histoire de l'art, mais j'ai pas voulu faire les beaux-arts, ou voilà. Non, parce que je pars du principe où, oui, il faut connaître les techniques académiques, d'accord, mais il ne faut pas qu'on vous impose des techniques qui sont, voilà, que chacun, par des grands artistes, oui, les mouvements artistiques, je les connais. Mais par contre, on ne vous apprend pas assez
à extérioriser votre sens artistique pour en faire quelque chose d'unique. C'est-à-dire qu'on va vous former sur la technique de l'impressionnisme, du cubisme analytique, etc. Le futurisme, oui, on va connaître tous les mouvements. Et après, la perspective, non. Je veux dire, là, pour vraiment extérioriser et avoir sa propre richesse artistique, il faut déjà apprendre à se connaître et apprendre à développer son art, sa sensibilité artistique. Et moi, je donne des cours à des enfants, ça m'est arrivé régulièrement, pour que l'enfant extériorise son propre monde artistique, mais que je ne vais pas lui imposer ma propre technique en lui disant « regarde, celle-ci, c'est la meilleure » ou « celle-ci, ça fait partie, voilà, parce que non ». On respecte chacun et chacun a un sens artistique unique. Et c'est ça qu'il faut développer dans chaque enfant et dans chaque petite tête qui fait qu'il a une vision du monde qui lui est propre. Et un jour, il pourra peut-être l'affirmer et il sera sûr de comment il veut l'affirmer et toutes les étapes dans sa vie lui permettront de développer ce sens artistique. On ne l'a pas tout de suite avec la vie, avec l'histoire. Le conseil que vous donneriez, c'est donc pas forcément de faire les beaux-arts, des choses comme ça, mais de se connaître. Pratiquer l'art, d'avoir des bases et qu'une fois qu'on a ces bases, c'est de créer sa propre technique artistique avec ses propres idées de son temps. Oui, on a eu des plus grands, oui, ils sont tous morts, ils ont tous apporté énormément, mais là maintenant il faut vivre de notre temps et il faut amener quelque chose de notre génération, apporter quelque chose dans l'histoire de nouveau par rapport à son ressenti, sa vie actuelle, avec ce qui se passe, le monde, notre environnement, le bien et le mal de ce qui se passe autour de soi, comment on le véhicule, comment on le ressent, comment on l'extériorise. Et ça fera une richesse artistique. Et chacun le ressent différemment. Le monde actuel où on vit, on le transmet différemment. Moi, j'ai quitté mon pays natal pour venir en France. Et c'est ça qui me manque et que je le véhicule comme ça. C'est comme un besoin de rechercher une nature que j'ai pu autour de moi. Et de le transmettre parce que je le véhicule, parce que c'est un manque alors que si j'étais restée là-bas, le manque, je ne l'aurais pas eu. Et peut-être que je n'aurais pas eu ce besoin de créer au niveau Ou alors un autre besoin de créer Ou alors un autre besoin, autre chose. C'est par rapport à mon histoire. On a tous une histoire et la richesse artistique se fait par rapport à son histoire. Ce qu'on a besoin d'extérioriser. Moi, je le ressens comme ça. Est-ce que vous aurez des nouveaux projets dans le même sens, de joaillerie ou autre? Alors oui, j'ai un projet à Monaco. C'est plus aider à développer le centre animalier de Monaco pour que ma bague, c'est un clin d'œil, c'est quoi? C'est une vente d'une bague ou d'un collier sur le thème de l'Amazonie, voilà. Ça va aider donc à développer le zoo de Monaco dans les naissances, dans le monde animal, voilà pour préserver donc toute cette nature ou tous ces animaux qui sont en train de disparaître. Voilà. Donner plus vie, pas parce qu'ils ont refait le zoo il n'y a pas longtemps, mais par exemple, quand il y a une nouvelle espèce qu'on amène au zoo, on aide une nouvelle espèce à se développer, voilà, que ça serve. Donc, et aussi pour les enfants adoptés au Brésil, avec une fondation brésilienne ou d'autres fondations, mais c'est une fleur porte-bonheur qui pourrait aider, voilà. Quand on fait une vente, c'est un très très beau projet. Je vous encourage. Merci. Merci beaucoup Sandra pour toutes ces informations. Avec grand plaisir et puis à bientôt. C'était très sympathique. Merci. Merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode. Si vous aimez Ruby sur Canapé, n'hésitez pas à aller sur iTunes, lui attribuer des petites étoiles. Cela est essentiel pour le développement du podcast, car ça l'aidera à être mieux référencé, donc plus connu et écouté. Vous pouvez également partager cet épisode sur les différents réseaux sociaux. À très bientôt dans Ruby sur Canapé.